mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Aujourd'hui, avec comme invité le professeur Aliou Lam. Professeur Aliou Lam, bonjour et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour, Baye Omar. C'est avec plaisir que je suis venu vous rejoindre sur ce plateau. Je vous remercie vraiment d'avoir pensé à moi. Et donc, je me mets à votre disposition après avoir salué quand même vos auditeurs. Et à travers vos auditeurs, même ceux qui ne sont pas pour le moment, tout le Sénégal. Et avec tout ce que ça comporte comme sensibilité, pour ne pas citer. Donc voilà, bonjour le Sénégal. Oui. Bonjour mon ça, pays. C'est le candidat déjà qui parle, pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes candidat à la présidentielle de février 2024. Oui, tout à fait. C'est le candidat qui parle, mais c'est le Sénégalais, je veux dire, c'est le Sénégalais tout court qui parle. Parce qu'on n'a pas plus que chez nous, et on n'a pas plus que les gens qui nous ont inculqué des valeurs avec qui on partage maintenant vraiment tout le bonheur de vivre et de vouloir donner le maximum qu'on peut à partir de nos expériences vécues et certainement importer en tout cas tout ce qu'il y a de mieux qu'on veut maintenant que le Sénégal soit parmi les pays les mieux vus au monde et mieux cités, pas dans la diversité négative, mais dans cette diversité qui nous fait progresser vers vraiment ce qu'on appelle le développement. Et que je remercie d'abord ce président qui a parlé d'émergence. L'émergence, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, il faut préparer, et il faut le préparer avec tout le monde, sans exclusion. Vous n'avez pas arboré votre tenue militaire? Pour rappeler à nos auditeurs que oui, l'invité d'objection est un enfant de Gaki Chérif, département de Foundiougne, région de Fatick, une belle localité, oui, n'est-ce pas? Oui, chez moi, on est encadré par 2 bras de mer qui font que là, on est presque une presqu'île qui se détache de cette multitude d'îles qui se dessinent dans disons le Saloum, voilà, et qui va jusqu'en Gambie. Voilà. Un clin d'œil certainement aux habitants de ce village, Gaki Chérif. Gaki Chérif, dans le département de Foundiougne, dans la région de Fatick. Oui, Aliou Lam, notre invité, vous avez été reçu le 25 août 1980 comme élève officier médecin à l'école militaire de santé de Dakar. Ça aussi, ça fait partie de votre parcours. Ça, c'est vraiment des souvenirs qui sont vraiment fantastiques. De rejoindre l'armée d'abord et de trouver, disons, un esprit qui façonne, un esprit qui donne envie et un milieu aussi qui vous prépare à ce que vous allez devenir. Il fallait seulement se prêter au jeu et puis suivre les ordres pour que la majeure partie que nous étions qu'on ait eu cette chance de s'en sortir. Oui, après vous avez entamé des études à la faculté de médecine de l'UCAD. Oui, carrière couronnée par une thèse de doctorat d'État. Nous sommes le 23 mars 1988. Oui, une période quand même qui est lourde quand même de symboles. Le 23 mars 1988. J'ai fait ma thèse 2 jours ou 24 heures avant l'année blanche. Ah, comment l'avez-vous vécu? Je devais soutenir bien avant, il y avait la grève. Ma thèse était suspendue. Il a fallu que
les autorités académiques d'alors s'arrangent pour réouvrir la fac pour gérer, expédier les affaires courantes. J'étais vraiment... Dans cette ambiance, vous avez pu soutenir? Non, ils ont convoqué, ils ont ouvert la fac pour un moment donné pour quand même gérer certaines affaires. Et mon directeur, mon président de jury, qui était le doyen de la faculté de médecine, en l'occurrence le professeur René Ndoye, m'a demandé d'aller rapidement voir tous les membres du jury que j'ai recontactés pour qu'on se retrouve ce jour parce que l'université allait être fermée officiellement à telle date. Donc là, on est venu en rush avec l'armée et tout. On a soutenu, parce que je pense que c'était la dernière thèse de l'année. Plein de symboles. Hein? Ouais. Bon, il y a peut-être d'autres gens qui ont suivi dans la journée ou le lendemain, mais ça on ne peut pas rappeler. Donc c'était peut-être la première année blanche que j'ai vécue. Après, c'est la période de la spécialisation. Quand je parle de spécialisation, c'est pour souligner que vous êtes spécialisé en chirurgie et en ophtalmologie. Oui. En fait, je pense que là, il y a... Et là, en tant qu'interne des hôpitaux. Voilà, en tant qu'interne, j'ai fait la section chirurgie. Oui. Donc j'ai commencé en orthopédie, traumatologie, et même je voulais faire la chirurgie pédiatrique. Pourquoi ce choix? C'est ce que je voulais, faire la chirurgie, donc c'était vraiment mon choix de m'orienter vers la pédiatrie. Donc les anciens choisissent les 4e années d'internat, ensuite les 3e, et quand on est première année ou 2e, on a moins de chances de choisir ce qu'on veut. Mais quand j'arrive en orthopédie, j'avais un grand sac, les gens me prenaient comme comme un délégué médical. Il y a une de mes consoeurs, une grande sœur qui me le rappelle toujours. J'ai dit, mais oui, tu vois. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé une organisation extraordinaire. En ophtalmo. En ophtalmo, je n'ai pas senti le temps passer pour les 6 mois que je devais passer là-bas pour partir. Donc j'ai trouvé une équipe extraordinaire dirigée par le professeur Ouad à l'époque. Alassane, il est là. Alassane, il est là, vivant, bien portant, pimpant, avec beaucoup d'idées encore. Il y avait notre ancien, le professeur Robert Ndiaye, qui, voilà. Donc en ce moment, j'ai trouvé toute une équipe avec une organisation parfaite. Je me suis retrouvé. Donc on m'a responsabilisé à tel point que je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à travailler pour rattraper. Et je me suis tellement intéressé à ça, c'était tellement intéressant, une découverte nouvelle, que le moment venu de choisir, tout le monde était même étonné que je dis je reste en ophtalmo. Et ensuite, direction hôpital principal de Dakar. À l'hôpital principal de Dakar jusqu'en janvier 1990 comme assistant. Oui. Moi, maintenant, là, il y a, disons, un parcours normal d'internat, 4 ans. Après l'internat, vous êtes nommé assistant à l'université. C'était en 90. Voilà, décembre 89, j'avais fini. Mais malheureusement, je n'avais pas de poste d'assistant. Le choix, c'était de rester, de faire une 5e année, ou bien de trouver d'autres solutions. Mais je ne savais pas que le compte rendu que j'avais fait pour dire à mon patron, le médecin colonel Bokandé, paix à son âme, un grand monsieur aussi, que tout le monde aime. Donc il me dit, mais où est le problème? Tu as fait ton internat, mais pourquoi ne pas aller à principal? Je dis, moi j'ai pas le choix, c'est vous le chef. Je termine mon internat le 30 décembre, le 31 décembre, le 2 janvier j'étais déjà affecté. 90, j'étais affecté à principal comme, disons, assistant. Et là, vous y restez, expertise couronnée en novembre 2001 avec votre passage au grade qui nous vient de professeur agrégé du Val-de-Grâce. Tout à fait. Oui, ça également, donc, une étape importante de votre parcours. Oui, c'est ça. N'y entre pas qui veut à Val-de-Grâce. C'était une opportunité, disons. Même là, il faut peut-être relativiser. Tous les gens à qui on accorde cette chance, je pense qu'ils peuvent le réaliser. Et donc, c'est ça la réalité dans les études. On ne réussit pas parce qu'on est les plus intelligents, on ne réussit pas, mais souvent parce qu'on a eu l'opportunité d'avoir la possibilité de faire certaines choses. Leçon de sagesse. Voilà, maintenant, parfois, c'est comme ça la vie. Voilà. Donc, moi, j'ai eu cette chance. Je l'ai utilisé comme ça se devait, et donc finalement
en 2001, j'ai pu passer ce concours et là voilà, c'était décroché. Oui. Et ensuite, qu'en est-il dans le domaine militaire? En 1980, après votre statut d'élève officier, vous êtes devenu médecin capitaine en 93. Médecin commandant en avril 99, médecin lieutenant-colonel en 2004. Là, vous échelonnez carrément. Non, voilà. Non, j'ai fait une progression normale. Okay. Dans l'armée, il y a maintenant le grade qui vient à partir d'un certain moment donné et qui suit quand même une logique. Cette logique à l'école, c'était il fallait être élève officier. Quand on rentre en 3e année, on devient médecin aspirant. Et normalement, dans les écoles, au bout de 5 ans, vous êtes sous-lieutenant, lieutenant. Mais nous, on ne peut pas être lieutenant tant qu'on ne soutient pas la thèse en médecine, pharmacie et odontologie. Donc, après avoir soutenu, immédiatement, on vous met les galons de lieutenant. Donc, mais ça vous donne une ancienneté quand même de 2 ans. On vous donne le galon aujourd'hui, mais vous le prenez aujourd'hui avec une ancienneté de 2 ans, quand même, avec une certaine rigueur. Avec une certaine rigueur, oui. 2002, vous êtes nommé chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital principal de Dakar. Oui, là également, de ce point de vue, c'est avec tous les honneurs. Quand je dis avec tous les honneurs, c'est jusqu'à votre retraite, retraite anticipée en 2006. Pourquoi anticipée? Oui, en fait, voilà. Donc là, après l'agrégation, le service était détenu par un médecin colonel français. Donc moi, je reviens de l'agrégation, j'étais obligé quand même de suivre cet ancien qui était français. Et quand il fallait maintenant qu'il retourne en France, le choix était porté sur ma personne de diriger le service. Parce que j'étais déjà préparé à cela. Parce que c'est des concours qu'on fait qui nous préparent à être chef de service, même chef directeur d'hôpital. Voilà, on apprend beaucoup de choses dans nos stages. Surtout dans le cadre de la gestion également, voilà, des affaires. Oui, c'est un concours très sélectif qu'on passe à la spécialité. C'est comme ça qu'on est spécialiste des hôpitaux des armées. C'est pas une autre affaire. On n'est pas spécialiste par la simple connaissance, mais il y a un ensemble de choses qui font que vous êtes spécialiste. On vous apprend à gérer vraiment des unités de médecine dans le cadre militaire. On vous apprend à être chef de service, à être, disons, directeur d'hôpital. On vous apprend à gérer, disons, à faire un budget et tout. Donc la gestion y est. Donc, parce que si vous ne connaissez pas tout cela, ça sera difficile au moment où on vous donnera certaines responsabilités de l'assumer. Voilà, donc on vous apprend à la... Et vous créez dans la même périodicité cette clinique privée qu'on dénomme Colaser. C'était 2007, oui. En fait, voilà, la retraite anticipée, c'est simple dans la... Vous avez suffisamment gagné de l'argent pour ouvrir une clinique. Oui, certains le pensent, mais c'est pas ça. Je vais vous expliquer. Expliquez-nous, oui. Donc, quand vous avez 27 ans d'armée, je pense que vous pouvez disposer de votre retraite avec tous les avantages que cela comporte. C'est-à-dire vous touchez directement votre retraite. Maintenant, vous pouvez, à partir de 15 années de service, demander à partir. C'est pourquoi on demande 3 ans de disponibilité renouvelable, 3 ans. 9 plus 15, ça fait 24. On pense que ce gars n'en revient pas, donc vous êtes dans les 25 ans de service. Maintenant, quand vous arrivez à ce niveau, mais personne ne peut plus vous retenir. C'est un choix de rester ou de partir. Moi, je devais partir parce qu'à un certain moment donné, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais à l'hôpital. Donc ma spécialisation, ma spécificité qui était le décollement, la rétine, bon, même certaines petites chirurgies, j'arrivais pas à le faire comme je voulais. Bon, soit je restais pour avoir que des galons, travailler moyennement, bon, être peut-être un jour, voilà, quelqu'un de bien envié dans le système, mais je ne serais pas heureux d'être envié en faisant mon travail moyennement. Donc malheureusement, l'hôpital n'a pas pu me mettre dans les conditions que je souhaitais. Donc ce qui était plus honnête, c'était de dire, messieurs, puisque j'ai atteint l'âge de partir sans
vraiment poser de dommages à personne, laissez-moi partir. Et ils l'ont fait. Le président Wade m'a signé ma lettre disons pas de démission, mais m'a libéré. Oui. Il était le président, c'est lui seul qui peut libérer les conformité officiers. avec la loi. Oui, bien sûr, c'était ça. Et ça vous a permis de créer ça m'a permis de Colaser. sortir. Maintenant, quand je suis sorti, bon, ce que moi j'aime entreprendre, je suis parti avec des amis qui avaient des cabinets médicaux. Je les ai convaincus qu'on pouvait faire mieux. Parce que moi, mon problème, c'est que je ne peux pas concevoir de travail seul. Ah non. Moi, je ne peux travailler qu'en équipe. Magnifique. Donc, je leur ai dit, travailler seul, si c'est ça, je ne peux pas. Je vais chercher où on peut... Non, mais non, il n'y a pas de problème, on n'a qu'à faire l'équipe. Donc, on a réuni 4 ophtalmologistes. Voilà, et avec ces 4 ophtalmos, on a pu créer Colaser. Je n'étais pas riche, donc vous voyez déjà, on est 4. Oui. Mais 4, on peut nous faire confiance. Et c'est là où je veux attirer votre attention sur ce que ça veut dire. Donc, quand on est venu présenter notre projet à un grand monsieur, permettez-moi de le citer, parce que le Sénégal doit savoir qu'il y a des hommes comme ça. Il s'appelle M. Turpin, Théophile Turpin. Tout le monde le connaît, un grand monsieur. On arrive... M. Turpin, qui était le directeur des grandes entreprises, je pense, à l'époque. M. Turpin, on vous amène un projet à financer, timoré comme ça. Il dit, oui, laissez-moi, j'étudie. Il le voit, on revient, il nous dit, ok, c'est bien. Vous avez une garantie. On devait démarrer avec 1,5 million d'euros. Ouais. Donc ça fait 900 millions, 900 millions et presque 1 milliard. Presque 1 milliard, oui. Ouais, pour équiper l'ophtalmologie. Tu vois, on a visé gros. Est-ce que vous avez des garanties? On n'a rien de... Bon, écoutez, moi, je pense que je vais vous trouver une garantie. Parce qu'en fait, il y avait des lignes de garantie. Il y avait Mais là, vous avez été agréé, la première entreprise privée agréée par l'APIX. Oui. Donc l'accompagnement s'est fait au niveau de l'APIX. Non. Ou avec un démembrement. L'APIX nous a permis de rentrer dans un système qui avait une certaine connotation de valeur et puis des orientations quand même assez précises à cette époque-là. Il fallait pousser les gens à créer des entreprises facilement, le guichet unique, tout ça, avec tout ce que ça comportait. Et il fallait importer du matériel. L'APIX nous a aidés à le faire, mais dans une ligne bien définie. Mais M. Turpin nous a dit, je vais vous trouver une garantie. C'était des garanties officielles. Il y avait le FAGAS, il y avait l'AFD et tout, et il savait comment faire. Mais peut-être ça ne suffisait pas à l'époque. Il me dit, ça je vais le faire. Mais cette garantie, c'est pas ça qui me rassure. Il me dit, moi, ma garantie chez vous, vous 4 là, si vous n'arrivez pas à rembourser ce prêt, c'est parce que vous ne foutez rien. Vous ne travaillez pas. Il vous a fait confiance. Oui, si vous travaillez, ce prêt, vous le remboursez de façon extraordinaire. Donc je vais vous l'accorder parce que c'est ça ma garantie. Maintenant, je prends la garantie officielle de Fagas, mais je ne compte pas sur ça, je compte sur vous. Et heureusement, du moins, on ne l'a pas déçu. Et ça, il fallait maintenant, vous avez quelqu'un qui vous arme à ce niveau, il vous dit ce qu'on appelle, du sénégalais, le djom. À cause aussi du fait qu'on a quitté des milieux pour avancer, à cause du fait que l'APIX nous a agréés, à cause du fait qu'on devait prouver qu'on pouvait mettre quelque chose sur place. Et aujourd'hui, c'est grâce à ce grand monsieur-là. S'il nous avait créé de petites difficultés, on n'arrivait pas. Maintenant, les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'on était riche ou bien quelqu'un a financé à la place, mais non, ça s'est passé réellement comme ça. Ça s'est passé comme ça, donc le financement acquis, Colaser c'est parti, mais Colaser est aussi un réceptacle de clients qui viennent d'un peu partout, qui peut vous permettre de connaître le pool en termes de besoins, des préoccupations des Sénégalais. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Il fallait camper le sujet en disant aux Sénégalais qui et notre invité Aliou Lam. Au-delà de votre parcours Aliou Lam, votre parcours médical et militaire, vous êtes auteur de plusieurs publications scientifiques, des thèmes d'enjeux géopolitiques qui intéressent la cité. J'en cite le développement durable, j'en cite également l'agriculture et les défis de l'urbanisation au Sénégal. Vous avez lancé le mouvement Ensemble pour le vrai changement. Vous êtes donc candidat à la candidature de la présidentielle du 25 février 2024. Oui, d'abord, vous êtes parti d'un diagnostic
qu'est-ce qui explique la pertinence de cette candidature? Mais d'abord, le diagnostic vous donne quoi? Bon, on a fait un constat qui repose quand même sur, disons, un vécu qui nous ramène à des années, disons, très très lointaines. Donc le médecin, je ne dis pas moi le médecin, mais le médecin d'une manière générale, c'est quelqu'un de très averti, quelqu'un qui est au cœur de la société et qui voit réellement ce qui se passe. Le médecin, il reçoit toutes sortes de personnes. Parce que la maladie, on ne choisit pas. Mais quand il faut régler la maladie, il faut aller voir qui de droit. Donc sur ce fait, le médecin reçoit les ministres, il reçoit les députés, les généraux, tout le monde. Donc il reçoit maintenant le paysan, et surtout ces gentils paysans qui vous amènent toujours un petit cadeau à partir du peu qu'ils ont. Des gens très dignes. J'aime les paysans. Donc vous voyez, donc ces gens-là, non, c'est pas parce que j'aime pas les autres. Bien sûr. Mais ils ont une caractéristique que moi, mon constat a permis de dire, il y a quand même des gens qui méritent qu'on leur rende cet honneur-là. Ils ont peu, mais ils se suffisent de ce peu. Bon, maintenant, quand on vit cela pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, on a entendu, on a vu, et surtout quand on vit maintenant au sein de cette population avec des difficultés qu'on constate qui montent, et on se demande mais pourquoi? Et les solutions n'arrivent pas. Si on réfléchit un peu, on se dit voilà, c'est un constat. Et entre-temps, on réfléchit, mais c'est quoi? C'est ceci, c'est cela. Donc ce constat, il faut trouver des solutions. Intérieurement, on y réfléchit. Mais d'abord, le constat vous donne quoi? Le constat, c'est que le Sénégal devient un pays où vraiment tout devient difficile. Tout devient difficile. On dit que la vie coûte excessivement cher. Le service social de base n'est pas vraiment assuré. Les gens ne savent plus vraiment quelle orientation donner au vivre ensemble. Et on n'a pas une option claire, disons, de vie, une option claire, disons, malgré qu'on le dit, de partage, d'inclusion et tout. Donc on est arrivé au moment où c'est presque une débandade, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et quand on en arrive là, je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé au Sénégal. Et comment en est-on arrivé là? À ce que finalement tout devient difficile. Bon, qu'est-ce qui l'explique selon vous? Quelle est la cause? La cause est profonde. La cause, elle est profonde. Donc on est parti d'un État très organisé, avec des messieurs qui sont venus, à qui il faut rendre hommage, qui ont tenu le Sénégal jusqu'à un certain moment donné. Maintenant, dans les options politiques, on a le courage de faire certaines choses, mais parfois on est contraint de ne pas y toucher. Et malheureusement, on est venu à des moments où la récession économique globale nous a frappé en plein fouet. Mais là aussi, a-t-on été prévenant? Parce que gouverner, c'est prévoir également. Gouverner, c'est prévoir, mais c'est des options. Et c'est des options qu'il fallait faire. On est rentré dans le système, disons, de la Banque mondiale, des institutions du FMI, des institutions financières nationales, mais qui vous dictent ce que vous devez faire. Alors que vous savez ce qui est bon pour votre peuple. Maintenant, quand il n'y a que l'argent qui est à la base de toute réussite, au lieu que ça soit des pensées, des idées, des organisations qui soient à la base de la réussite, mais on a suivi le mauvais penchant. Ah oui, à partir de quel moment? À partir de quel moment, c'est difficile à dire. Mais on a dit que ce malheureux paysan, ce malheureux président, c'était Abdou Diouf, que tout le monde reconnaît quand même, qu'il était un brave monsieur. Avec son parcours, mais malheureusement quelque chose de très lourd est tombé sur lui avec beaucoup de difficultés. N'oublions pas aussi la dévaluation de ce franc qui pose toujours problème. Heureusement qu'on n'a pas encore redévalué, parce que ça serait encore une autre catastrophe. Donc voilà, ces difficultés nous ont poussé maintenant à des errements impossibles. Il fallait seulement essayer de tenir la baraque. Tenir la baraque chez nous, c'est quoi? Et nous sommes restés dans ces schémas jusqu'à présent. Où est le problème? Les plus grands râleurs, c'est ce qui peut nous empêcher de tourner, c'est les fonctionnaires. Il faut toujours trouver à payer les fonctionnaires. C'est la hantise de nos gouvernements.
il faut payer les fonctionnaires. Quand on paye les fonctionnaires, tout est nickel. Mais là aussi, il y a un problème. Lequel? Quand on arrive jusqu'à ce que la masse salariale des fonctionnaires du Sénégal, je ne dis pas des autres travailleurs, mais arrive, peut-être, ça dépend des budgets. Aujourd'hui, 1200 ou je ne sais pas, 1200 milliards et poussière sur un budget qu'on discute entre 5000 pour certains, 7000. Bon, là, on attend que les spécialistes soient tombés d'accord. Mais ça se rapporte du 5e du budget du Sénégal qui sert à payer des salaires. Mais l'inconvénient de ce système, mais c'est ça qui nous amène nos difficultés, une vie excessivement chère. L'inconvénient de ce système, c'est quoi l'inconvénient? Mais il faut avoir du cash pour payer les salaires. Vous allez emprunter pour payer des salaires. Bon, peut-être on dit que quelqu'un a dépanné quelqu'un quand il est venu pour payer, mais non, le problème, c'est qu'il y a des gens qui servent à ça. L'importation, un pays actuellement qui vit d'importation, plus on importe, plus forcément les taxes qu'on recouvre dans cette importation augmentent. Mais nos braves soldats de l'économie, mais nous décrochent facilement 2000 milliards cash dans l'impôt direct, l'impôt indirect et tout ce que vous voulez. Mais ça permet de régler un gros problème dans un pays africain. Quand on n'entend pas dire que l'État n'arrive plus à payer ses salaires, on se range dans une catégorie enviée. Et ça, nous, on le règle avec seulement les importations. Oui. Maintenant, le gros problème de ces importations qui nous permettent de sembler un peu à l'aise, mais ça met de côté ce qui devait être quand même primordial, c'est la dette intérieure. Cette dette intérieure, pourquoi elle n'inquiète pas les gens? Vous avez 190 000 personnes qui travaillent avec leur famille, qui font 1 million au total. Voilà, c'est ça qui vous inquiète. Mais le reste, la dette intérieure, ça concerne tous les gens qui contractent avec l'État et qui ne sont pas payés, mais qui sont obligés d'attendre 1 an, 2 ans avant d'entrer. C'est le cas présentement? Ah oui, depuis toujours, la dette intérieure est difficilement réglée. Et ça amène quoi? Des surenchères sur les marchés. Je dois faire un marché qui vaut exactement 1000 francs. Mais je sais qu'on ne va pas me payer, je multiplie 1000 par 2 ou par 1,5. Je taxe 1500 ou 2000 et le tour est joué. Donc, ça, c'est l'État qui perd, c'est la société qui perd. Maintenant, la dette intérieure, bon, c'est pas un gros problème, on le payera quand on peut. Maintenant, le problème de l'importation et les problèmes et le règlement, disons, subtil des difficultés auxquelles la plupart des pays sont confrontés, ça pousse maintenant à déformer le tissu économique. Notamment le marché. Le marché comme globalement, parce que quand on importe, vous voyez, importer du riz, c'est pas simple. Hein? C'est clair. Il faut avoir l'autorisation d'importer. C'est clair. Ça arrive. Mais ce dont on a besoin en riz, si c'est un prétexte, disons, de ne plus produire, là, on va droit dans le mur. Parce que si on arrête d'importer aujourd'hui le riz, l'État sera déficitaire. C'est clair. Si on n'a pas d'autres options, c'est pas forcément. Mais aujourd'hui, on n'importe plus le riz qui donne beaucoup d'argent. Si on n'importe plus certaines denrées qui donnent beaucoup d'argent, mais il y aura des déficits. Il y aura des déficits. Ah oui? Ah mais bien sûr. Parce qu'il y a certainement des niches qu'on n'a pas exploitées, comme disent certains économistes, comme disent certains agents des services concernés. Mais actuellement, le constat, c'est que les taxes nous permettent de nous en sortir. Mais ces taxes amènent des produits qui nous tuent. Le riz tue la vallée, si vous voulez, et la région du Sud. Les oignons tuent ce qui reste, ainsi de suite, et tout, les céréales. Mais pourquoi voulez-vous, messieurs, qu'on cultive du mil, du maïs, du truc, et qu'on soit forcément dépendant d'un céréal qui vient de l'autre côté? Pourquoi ne cherche-t-on pas, avec nos instituts qui sont extrêmement forts, comme l'ITA, comme l'ISRA, qui peut développer des variétés, pourquoi ne comptons pas sur ces gens-là pour nous développer quelque chose qu'on peut utiliser? Vous avez la réponse? Bien sûr, bien sûr. Il faut faire travailler les gens et leur donner la possibilité de s'exprimer. Il faut faire. Pourquoi nos États, justement, jusqu'ici, campent sur cette position-là, de faire importer sans pour autant valoriser? Mais non, là, je n'accuse personne. Oui, mais c'est le constat, nous sommes dans le constat. Mais voilà le problème. Oui. Voilà le problème. Comment vous concevez ce développement vertical qu'on impose
à notre système social. Ça a donné des résultats. Comme ça, comment voulez-vous que des gens se réveillent du jour au lendemain et qui sont toujours des nouveaux milliardaires qui sortent? Oui. Et c'est des gens, quand vous voyez, il y a quand même une autre façon de le faire. Je sais qu'il y a la corruption, la drogue, la machin, la truc, mais tout le monde ne fait pas ça. C'est ce qu'ils font de la drogue, ils se cachent plus que les autres. Mais il y a des gens qui ne se cachent pas, qui se promènent comme ils veulent, ils ne sont pas inquiétés, mais du jour au lendemain, ils sont milliardaires. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils rentrent dans le bon circuit. On vous donne des quotas d'importation. Dans 2 ans, vous serez milliardaire, c'est sûr. Moi, en tout cas, si on me le donne, je sais comment faire. Le tableau que vous décrivez est noir. Aujourd'hui, qu'en est-il du chômage des jeunes? Vous constatez ce qu'il y a comme immigration irrégulière. L'autre problématique, dans des secteurs clés, l'absence d'industrialisation aujourd'hui, c'est le débat aussi. C'est pas aisé. Mais c'est le débat. Non, enfin, pour moi, tout est question d'avoir une organisation et d'avoir des objectifs très clairs. On a une population jeune. D'accord? On a, disons, de la terre. Ok? On a de l'eau qui nous entoure. Le soleil. On a le soleil. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment travailler. Et les ressources dont on parle? Bon, les ressources, moi je préfère même qu'on oublie ces ressources-là d'une certaine manière, parce qu'on parle de certaines ressources qui, à mon avis, ça ne doit pas nous obnubiler. Je reviens. Alors. Donc, quand vous voyez actuellement le chômage, le problème de la jeunesse, mais tout cela est entraîné par des options politiques que je viens de brosser tout à l'heure. Donc quand on importe beaucoup, ça tue des filières. Mais comment voulez-vous qu'on importe de l'huile et que notre arachide n'est pas exploité chez nous? C'est-à-dire que nous, on est prêt seulement à enrichir ce qui produit de l'huile végétale dans les autres pays. Alors que nous, on peut vivre de notre huile et confortablement. Vivre de notre huile, c'est de produire et de transformer pour avoir de l'huile. Qui produit? C'est un Sénégalais. Qui transforme? C'est un Sénégalais. Qui distribue? C'est un Sénégalais. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Voilà 3 emplois qui sont créés. Bon, pour raccourcir. Mais vous voyez, donc il faudrait qu'on réoriente le système. Maintenant, réorienter le système, c'est des options. Il faut mettre des moyens pour permettre aux gens de travailler. C'est important. Maintenant, il faut aussi former les gens pour qu'ils puissent faire un travail et le faire comme ça se doit, surtout à cette époque. Un travail de qualité. Oui, la qualité. Il faut que les gens fassent de la qualité. Vous insistez beaucoup sur la notion du travail. Oui, bien sûr, le travail, parce que vous m'avez parlé tantôt de l'immigration. Oui. La plupart des gens pensent que c'est ce qui immigre et n'ont pas de travail. C'est une possibilité. Oui. Parce que cette immigration, c'est beaucoup de facteurs. Barça ou Barça. C'est une option philosophique que les jeunes ont développée. On le chante sans comprendre. Quand on parle de ces gens, c'est des suicidaires. Non, ils ne se suicident pas du tout. Ils sont arrivés à un niveau où ils se disent peut-être leur vie n'a pas de sens. Là où ils vivent. Et là aussi, il y a un autre élément qui rentre en jeu. Bref, donc il faut peut-être ouvrir la porte. Si ma vie n'a plus de sens là où je vais, il faut essayer de la chercher ailleurs. En sortant, peut-être, j'arriverai à m'en sortir. Alors, maintenant, là, j'ai une chance de partir et d'arriver à Barça. Mais si je reste, c'est pas grave parce que pour moi, la vie n'a pas de sens. Maintenant, et on fait tout pour que cette vie, parfois, n'a pas de sens. Et même les familles, pour certains, ont honte de voir leur fils qui ne travaille pas. Vous savez ça? Ah oui. Bien sûr. Vous êtes dans une famille où on dit qu'il il ne vaut rien, tout le temps il est là couché, on vous le rabâche, mais ça va jusqu'à traumatiser la mère de famille, le papa qui est à la retraite, tout ça là. Mais ce garçon victimisé, machin, tout ça, lui il veut sortir. Parfois ça gêne toute une famille qui cotise même pour que vous dégagiez. Voilà une cause. Maintenant, l'autre cause, c'est le trop-plein de nos villes. Avec une résilience très différente entre les jeunes de la ville et les jeunes de la campagne. Vous voyez, Dakar, 0,3% de la surface, de la superficie du Sénégal, et qui a 96,6% de la population urbaine. Oui, ça c'est énorme. Ça veut dire quoi? Il y a une population qui habite Dakar
de père, grand-père et tout, et qui ne connaît rien d'autre que Dakar. Cette population, c'est les jeunes de Dakar, c'est les moins jeunes, mais ils doivent trouver leur subsistance dans Dakar. Ils n'iront jamais faire le contraire, aller à Kaolack, à Casamance, dans le contexte actuel. Mais c'est maintenant l'exode rural qui vient remplir encore le panier et le vase, comme je dis. Mais à un moment donné, le vase est plein. Et quand le vase est plein, ça déborde. Voilà ce qui déborde vers la mer. Oui. Et les gens partent comme ça parce qu'ils n'ont pas d'autre espoir que d'aller chercher ce qui leur manque, comme les gens du monde rural viennent chercher à Dakar ce qui leur manque, alors que la résilience n'est pas même. Être du monde rural, venir réussir à Dakar, quand on fait de petits boulots, est plus simple que le petit Dakarois qui veut chercher du travail comparé à ces gens-là. Donc il est moins résilient, donc forcément il trouvera moins à faire. Ou bien ça ne lui suffira pas comme l'autre se suffit d'un plus petit. Alors, vous avez fait le constat en termes d'offres, en termes de propositions, pour un Sénégal meilleur. Oui, quelles propositions faites-vous aux Sénégalaises et Sénégalais qui nous écoutent? Bon, je pense qu'il faudra qu'on change tout. C'est-à-dire tout l'essentiel. C'est commencer par le comportement des Sénégalais actuellement. Le Sénégalais est devenu très différent du Sénégalais, disons, post-indépendant, du Sénégalais qui certainement peut-être, j'en sais un peu. Je pense qu'on avait une fierté qui ne dépendait pas seulement de gagner des marches et de crier ensemble, mais on avait un Sénégal qui avait quand même de la valeur aux yeux de certains et qui nous faisait vraiment rugir comme des lions ensemble. Ça, c'est un fait. Il y a un comportement qui vient du fait que les gens ont beaucoup changé. Mais c'est les difficultés du moment qui font que les gens changent. On a envie de faire sa vie et on n'arrive pas. Étudier ne vous donne pas la réussite. Et à côté, vous voyez des gens qui n'ont pas étudié, alors qu'au début, c'était le repère. Bien que ça ne soit pas tout le temps le bon repère. Mais en tout cas, il fallait bien étudier pour réussir. À un moment donné, étudier ne vaut plus rien. Et c'est ce qui n'étudie pas réussit mieux que d'autres. Et ils utilisent des canaux parfois qui semblent trop simples. Eh bien, la simplicité attirant, tout le monde essaie de voir ces canaux très simples. Donc voilà des valeurs qu'on mettait en avant, travailler, avoir un peu, disons, de choix dans ces orientations qui font qu'on fait, on n'admet pas, mais on ne fait pas n'importe quoi. Alors, on n'est pas, disons, tenté par, disons, certaines choses qui sont difficilement explicables. Et donc, le respect des gens, la façon de gagner sa vie, tout cela, le Sénégal a beaucoup changé. Donc, il faut qu'on remette un peu d'ordre dans tout cela. Et cela commencerait-il par déjà unir? Il faut unir les gens. C'est-à-dire vous dites aujourd'hui ensemble oui. Pour le vrai changement. Mais c'est parce que si on ne s'y met pas ensemble, on n'arrivera pas. C'est pas le travail d'une personne, c'est le travail de tous les Sénégalais qui doivent admettre. Avez-vous l'impression que vous êtes en présence d'un peuple divisé? Oui, oui. Divisé par les difficultés du moment. Maintenant, comme on dit, c'est la case de Birama qui brûle, quoi. Donc, chacun essaie de se mettre à l'abri. Maintenant à réunir cette population pour l'orienter vers le vrai changement? Il faut qu'on arrive à apaiser les esprits, parce qu'on est en surchauffe actuellement. On est en surchauffe. Chacun veut avoir plus que l'autre sans pour autant prouver qu'il est mieux que l'autre et ça piétine sur les uns et les autres. Donc il faut qu'on calme le jeu. Qu'on calme le jeu, qu'on essaie, disons, par ceux qui sont habilités à retravailler l'homme sénégalais. Il faut qu'on trouve vraiment des repères, qu'on retrouve nos repères. Et ceci, ça ne peut passer que quand tout le monde se sentira vraiment bien à la maison. Et se sentir bien à la maison, c'est commencer par régler nos contradictions ou permettre aux gens de régler leurs contradictions primaires. Mais tout ça, c'est pas vraiment le monde socialiste où on donne, non. C'est juste aussi des mots. Concrètement, il faut que les gens arrivent à régler leurs problèmes. Puisqu'on ne leur donne pas, il faut que les gens travaillent pour arriver à régler leurs problèmes. Travailler, c'est la seule solution qui nous sortira de cette affaire-là. Vous avez un projet aussi? Oui, bien sûr. Quand les gens travailleront et que chacun gagnera assez pour vivre, je pense que personne ne va plus envier personne à ce niveau, ou bien personne ne va plus vraiment lorgner dans ce que l'autre a pour l'empêcher vraiment de ne pas évoluer, mais on saura que la chance est ouverte et donnée à tout le monde, grand, petit. Vous avez parlé d'urbanisation sauvage.
Également, vous avez mis l'accent, quand je parcourais votre programme, sur l'agriculture. Un État doit pouvoir obtenir quand même le minimum par soi, pour soi, et voilà, pouvoir se développer. Et quelle est la place de l'agriculture dans votre programme? Non, ma place, c'est pas l'agriculture. C'est quoi? C'est le développement du monde rural avec ses 3 P. Okay. L'agriculture, la pêche et l'élevage. Ça veut dire pêcheurs, pasteurs, paysans. Et comment vous allez vous y prendre? Non, mais on est 67% dans cette tranche et 80% dans la globalité. Quand je dis tranche, c'est la tranche active. Oui. La population active, on est à peu près 67% dans le monde rural, cette population. Et si on arrive à faire de sorte que cette population puisse vraiment exceller dans ce qu'elle sait faire, je pense qu'on aura quand même un Sénégal qui va changer. Concrètement, maintenant, les 3 P, il faut les organiser et leur donner des fonds pour travailler. Il faudrait qu'on prenne des milliards à n'en plus finir, comme on a mis dans les infrastructures. Vous allez chercher où ces milliards? Mais où est-ce qu'on a cherché à bâtir des infrastructures? Ça sert mieux que de développer son peuple? Ça s'endetter? Bon, non, s'endetter. L'endettement, c'est un fait. Oui, ça peut venir. Mais dites-moi, oui. C'est pas ça mon option, hein, mais je vais vous donner une expérience. Quand les gens vont s'endetter en donnant des programmes. Bon, je veux développer l'infrastructure, parce que l'infrastructure, il faut que la circulation permette de trucs, il faut développer l'énergie et tout. Je suis bien d'accord, on a posé un problème, mais on a essayé de le justifier pour arriver à un résultat. Maintenant, moi, quand je dis, je veux que ma population, qui est pauvre, devienne assez outillée, assez riche pour subvenir à ses besoins. Ça, c'est pas un programme noble. Ça rentre pas dans les objectifs du millénaire. Ça rentre dans ces objectifs. La pauvreté rentre dedans. La santé est dedans. Maintenant, le comment maintenant. Oui. Soit vous m'avez parlé d'endetter, mais moi le problème c'est pas de s'endetter. Il y a actuellement des capacités à lever des fonds qui ne sont pas forcément l'endettement. Mais dites à chaque Sénégalais qui le peut d'investir 10 000 francs, 100 000, 300 000, et c'est ce qui peuvent 1000 francs, 1 million, 10 millions. Et puis ça, vous le faites en 3 mois. Je pense que vous pouvez récolter beaucoup de milliards. Si on voit ce que les gens qui sont dans la diaspora sont en train d'envoyer au Sénégal, mais c'est beaucoup de milliards. Mais on compte d'abord sur ça, l'intérieur et l'extérieur. Sénégalais réunis, j'ai besoin que vous vous leviez et que vous vous initiez pour qu'on puisse trouver des fonds pour aborder tel problème, la pauvreté. D'accord? Oui. Une fois que ça est bien expliqué, bien documenté, je pense que les gens accepteront parce qu'ils ne donnent pas leur argent, ils le placent. Quand ils le placent, mais c'est d'autres gens qui sont bien outillés qui vont l'utiliser. C'est une banque, par exemple, où vous avez vos actions. C'est un exemple que vous m'avez demandé. Vous avez des actions, on réunit 400 milliards, par exemple, dans une banque qui servira peut-être à lever d'autres fonds, parce que c'est une bonne garantie. Mais cela, vous l'injectez dans le milieu rural, en formant les gens et en les organisant en entreprises agricoles. Et dans la pêche également? Ah non, c'est le monde rural, c'est tout. Oui, vous avez parlé de pêche. C'est la pêche, oui, l'agriculture, oui, et l'élevage. Mais voilà, c'est lié. Par exemple, pour moi, c'est lié. Vous connaissez un peu le constat au niveau de la pêche où il y a des problèmes justement ces bateaux et autres qui tuent la mer. Ça, c'est la souveraineté. Oui. Où est notre souveraineté? On constate que la mer est morte, entre guillemets, parce que tout le monde s'en va. Les gens, ils l'ont vraiment prouvé qu'ils n'arrivent plus à se nourrir de la mer. Raison pour laquelle ils s'en vont ou bien qu'ils transforment les outils, disons, de pêche en outils de transit pour aller de l'autre côté. Si vous êtes élu, vous feriez quoi? Non, si on est élu, on redonne la mer au peuple. C'est très simple. C'est des accords. Mais l'Union européenne, ils sont riches. Pourquoi ils viennent nous appauvrir? Bon, il y a une certaine population bon, je ne veux pas toujours stigmatiser, mais on dit qu'on a accordé beaucoup de licences de pêche à une certaine communauté qui fait la loi actuellement dans nos eaux. Mais ces gens-là, ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent seulement. Mais le Sénégal, les autorités n'ont qu'à aller chercher beaucoup d'argent, acheter autant de bateaux, armer autant de bateaux
et mettre les enfants sénégalais dans ces bateaux pour qu'ils pêchent chez nous. Maintenant, en ce moment, on dira aux autres, c'est simple, on est en train de perdre nos enfants parce qu'on ne peut plus travailler chez nous. Maintenant, on trouvera du travail pour nos enfants par ce principe qu'on va les équiper, les armer et les mettre à la mer. Si vous voulez que du poisson, mais il faut les vendre. Alors, on vend nos poissons à des gens qui le veulent. Mais qu'en est-il du foncier? Mais le foncier, parce qu'aujourd'hui, le foncier est un problème qui est là depuis objet de polémique. Non, ce qui se passe dans le foncier est tout à fait anormal. Je pense qu'il faut une commission ou tout ce que le Sénégalais sait faire très bien. Il faut revoir le foncier. Vous proposerez quoi? Bon, le foncier, je pense qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Quand vous prenez des gens qui prennent des hectares de terre à l'insu d'un monde rural qui n'arrive pas vraiment à s'implanter dans son terroir et travailler, c'est anormal. Vous déplacez des populations parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, je veux dire, proposer des projets qu'ils ne réalisent jamais. On a vu l'histoire de Mbane avec la culture du certain produit, je ne sais plus comment ça s'appelle, diatrofa ou je ne sais pas quoi, pour donner de l'huile, mais ça n'a pas marché. Et ce n'empêche, ces terres sont toujours séquestrées. Et il y en a d'autres. Maintenant, ces terres, il faut les redonner à la population. Quand je vous parle d'organiser, il faut organiser les populations. Ceux qui peuvent aller ensemble, on les organise, on les oriente vers des modèles qui se rapprocheront vraiment de ce que certains peuples ont connu, des coopératives où chacun s'y met, et ces coopératives appartenant à ces paysans, je ne trouve pas la raison pourquoi ils ne réussiront pas. Maintenant, c'est là où maintenant la chose devient intéressante. Vous dites aux paysans, organisez-vous. Vous avez des projets? Oui, monsieur, on a des projets. Bon, si vous avez des projets, on va vous financer. Mais comment vous allez les financer? Ils viendront faire des prêts, ils veulent 2 millions, 10 millions, vous leur donnez 2 millions. Non, il faut faire des modèles de projets que vous financez. Vous êtes un adepte de l'économie solidaire? Très bien, c'est ça qui marche. C'est ça qui marche chez nous. Il faut que l'économie soit solidaire et qu'on arrête cette solidarité qui n'en est pas une, qui est vraiment une bêtise. Vous voyez nos braves femmes là, on les a entraînées dans un système économique qui n'est pas digne de leur rang. Je le dis et je le maintiens. Toutes ces femmes s'agitent à trouver les moyens de travailler, des tontines, des calebasses, maintenant j'entends partout. Mais quand ils ont besoin de financement, c'est des 200 000 qu'on leur accorde, c'est des 1 million qu'on accorde pour des groupements qui ont 100 femmes, 200 femmes, 3 femmes. Vous proposerez quoi? Non, je proposerais à ce que les gens s'organisent et délimitent des projets dignes de ce nom qui sont capables de produire ce que nous voulons. Mais non, il y a des modèles, il y a des contre-modèles. Alors finalement, à l'UNLAM, tout est dans la production. Tout est dans la production. Oui, dans les pays comme les nôtres aujourd'hui, vous mettrez l'accent sur la production. Bien sûr, moi c'est ça. Avec toute la chaîne de valeur, expliquez-nous comment. Mais c'est ça, la production, la chaîne de valeur. Il faudrait qu'on fasse pour nous et par nous-mêmes. D'abord, c'est le Sénégal first. Sénégal d'abord. Tu sais, on est un peu trop mêlé à des histoires qu'on ne comprend même pas. On parle de mondialisation, tout le monde parle de mondialisation, le climat, le machin, on court à gauche, c'est des conférences et des machins. Alors qu'à côté, mais il y a des gens qui ont besoin qu'on les guide pour qu'ils se retrouvent, qu'ils se nourrissent d'abord et qu'on voit demain comment ça va se passer. Mais ils n'arrivent pas. Mais ces gens-là, il faut les remettre au travail pour qu'ils arrivent. Donc, cette organisation va permettre aux gens de se nourrir et de travailler et de produire surtout des richesses. Maintenant, quand tu produis et que tu ne transformes pas, c'est la plus grosse perte. C'est ce que nous vivons actuellement. On produit combien de tonnes d'arachide? Des milliers de tonnes. Mais toute cette production, mais actuellement le Sénégal n'en exploite même pas le 10e. Tout est pris par une autre communauté qui va le transformer. La proportionnalité entre le produit brut et la transformation, mais le coût devient du simple à multiplier par 10. Donc il faudrait que nous, on apprenne à produire et à transformer chez nous. Si on le fait, je pense qu'on aura une vie qui va coûter moins cher. Cette vie va nous coûter moins cher. Pourquoi? Parce qu'il y aura ce que le président Wade appelait l'abondance. Si on produit en abondance, il n'y a pas de raison que le produit coûte très cher. C'est concurrentiel. Mais
c'est parce que c'est ce qu'ils produisent et c'est ce qui rentre dans la transformation et ailleurs, auront du travail pour leur permettre, disons, de subvenir à leurs besoins. C'est de la richesse. Oui. Mais celui qui a, il peut acheter mieux. Et même, il peut s'organiser pour s'occuper maintenant de son bien-être. Moi, il peut souscrire à une assurance même professionnelle. Il peut souscrire à une assurance de santé. Il suffit seulement de l'organiser. Donc, vous verrez que les gens vont sortir de la misère. Oui, et quand est-il? Parce que avant tout, il faut quand même mettre l'accent sur l'éducation, l'instruction, sur l'école. Bon. Justement, finalement, quelle est la place de l'école? Tout est à changer ici. L'école, ce n'est plus l'école qui va nous ramener vers le développement. On a orienté cette école dans des sièges qui nous maintiennent sur les années d'indépendance. Que l'interprétariat, parler, pratique zéro. Non, il faut qu'on arrête. Que de la théorie. Que de la théorie. Donc il faut qu'on oriente nos élèves vers la pratique. Et très tôt, normalement, quand on arrive à la 3e, on s'achemine vers le bac. Moi, je pense qu'il faut aller directement en bac professionnel. Terminé. C'est ce qu'ils veulent faire la médecine. Ils n'attendent pas d'arriver au bac pour qu'on dise qui va faire la médecine. C'est ce qu'ils sont doués en informatique. Nos ingénieurs de demain, on n'arrive pas au bac pour qu'ils le fassent. Il faut qu'on arrête. Ça ne sert à rien aussi de faire de l'enseignement général à tout venant. On apprend le français 6e, 3e, mais non, c'est une langue quand même. C'est notre, enfin, c'est la langue française, c'est vrai. Mais c'est notre langue, disons, de travail, c'est une langue d'apprentissage en majorité, mais elle ne vaut pas la peine qu'on y perde tout ce temps-là qu'on perd. C'est ce qu'ils veulent se spécialiser en français, mais ils seront dans le lot. Ils seront de grands, disons, artisans de la langue française, et ils vont développer. Mais ça n'empêche qu'il y a des gosses qu'on a bloqués parce qu'ils ont fait des fautes à l'école. Oui, c'est pas logique. L'histoire, la géographie, on nous en prend l'histoire de l'Europe, l'histoire des Amériques, la géographie européenne, mais ça, il faut changer de paradigme. Les gens perdent beaucoup de temps sur ces créneaux. Et ces créneaux horaires peuvent être orientés vers d'autres choses. Donc le paradigme, il est forcément à changer. Alioune Lam, vous êtes candidat à la candidature. Quelle place accordez-vous à la bonne gouvernance? Mais la bonne gouvernance, c'est notre sécurité. Si tout est bien géré, mais on n'a plus de problème. Et la lutte contre la corruption, vous en ferez votre cheval de bataille? Forcément, ça c'est même pas mon problème. La corruption, c'est pas à moi de le gérer. Il y a des gens qui sont là, il faut leur donner la latitude de gérer la corruption. On a ce qu'on appelle des corps de contrôle. On a une justice. On a une organisation administrative qui permet de savoir qui fait quoi de bien et qui fait quoi de mauvais. C'est le contrôle et l'évaluation aussi. Ah oui, forcément, il faut en arriver là, à ce que les gens ne soient plus vraiment, n'aient plus la latitude de faire parce qu'ils pensent qu'ils sont vraiment au-dessus de tout, qu'ils ne sont pas justiciables. Et la justice, maintenant, elle est là pour tout le monde. Vous combattrez l'impunité? Ah non, l'impunité, pour moi, c'est naturel. L'impunité, on ne peut pas vivre en société et laisser des gens faire ce qu'ils veulent. Les gens qui ne seront pas en conformité avec la loi, mais il faudrait forcément leur dire que ça ne va pas. Maintenant, la répression tout azimut, je pense qu'il y a quand même des intermédiaires, enfin des étapes à franchir avant quand même d'arriver à certains trucs. Il faut éduquer les gens, leur montrer ce qui est bien. Donc vous avez abordé tantôt l'éducation civique. Il faut refaire le mot sénégalensis. Et en ce moment, les gens pourront avoir des standards de vie, des standards comment dirais-je, pour se considérer mutuellement. Et là, on pourra vraiment nous redéfinir dans cette globalisation et faire de notre pays ce qu'on veut que ça soit. La question de la monnaie? Ah oui, la monnaie. On n'a pas de monnaie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec cette monnaie-là? Mais il faut la changer. Forcément. Forcément, cette monnaie, mais elle ne nous permet pas d'être libres. Cette monnaie ne nous permet pas de faire ce qu'on veut. Et cette monnaie est tellement chère qu'on n'est pas compétitif. Alors, on n'est pas compétitif. Ça, tous les économistes vous le disent. Vous avez un bon staff économique, ils s'en occupent. Il faut que oui, la dernière question, c'est la question du parrainage. Parce que quelque part, il y a le filtre. Oui, le compte est bon. Oui, le compte est bon. Oui. Enfin, mais à chaque fois que j'aborde ça, je me retiens parfois. Le compte est bon, mais c'est un système qui est très difficile, très dur. Encore.
on vous impose des filtres qui sont... S'il s'agissait seulement d'aller trouver des parrains, et puis les mettre dans cette région, et puis, voilà, et puis les analyser dans des contextes qu'on maîtrise. Mais franchement, on ne maîtrise pas ça. Vous pouvez avoir 50 000 parrains et vous retrouvez parce que... Vous êtes optimiste quand même. Ah mais bien sûr, moi c'est l'optimisme, sinon je ne serais pas là. Moi je pense que là, on va passer au parrainage, Inch'Allah. On va passer au parrainage. Moi c'est l'optimisme qui me guide. Hein. Dans la vie, si on n'a pas, disons, ce qu'on appelle cette niaque de devoir et de vouloir réussir. Vous avez jeté un coup d'œil sur les conclusions des assises nationales et les recommandations de la CNRI? Oui, que je trouve honorable. Oui, les vous assises... comptez dans les 200 premiers jours, voilà. Non, enfin, moi je ne viens pas quand même copier que les assises. Les assises, c'est quelque chose de bien, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur certaines choses. Donc, moi je suis du genre à dire, ok, il faut tendre vers les consensus, mais il faut aussi avoir cette originalité à partir de constats positifs qui nous permettent d'avancer. Si vous êtes élu au soir du 25 février 2024, quels seraient les 3 premiers actes que vous poserez? Les 3 premiers actes que je poserai, c'est dire aux gens, écoutez, on est là, ce que tout le monde réclame, il faut qu'on en arrive dans les 100 jours. C'est la justice. Il faudrait qu'on classe la justice et qu'on libère enfin ces gens braves dont on a vraiment besoin. Ils sont plus sereins. Ils sont plus sereins. Et je me demande comment ils arrivent même à rendre la justice maintenant. Moi, dans mon métier, si on me mettait cette contrainte, j'avoue que j'aurais beaucoup d'échecs. Donc ces gens, il faut les mettre dans des conditions. Maintenant, cela, à mon avis, c'est à eux qu'on donnera la latitude de l'organiser. Il faudrait qu'on leur demande, par rapport à ce que le peuple veut, leur liberté, s'ils l'ont ou s'ils ne l'ont pas, c'est à eux de juger. Mais qu'ils nous proposent une organisation qui fait que la justice sera bien gérée. Et que ces agents de la justice soient aussi des justiciables. C'est clair. Alors, donc tout le peuple doit passer par là. La justice, et après deuxième acte? Le deuxième acte, c'est s'orienter maintenant vers les autres institutions. Parce que forcément, les autres institutions ont des problèmes. L'administration, qui est la cheville ouvrière de ce pays-là, si on parle de continuité, mais si on parle de continuité de l'administration, il faudrait que les agents de l'administration, quand même, aient d'autres orientations. Il faudrait qu'on arrive à faire de cette administration une administration de développement, où les choses sont bien traitées, où l'agent doit savoir quand même pourquoi il est là, et on doit recruter les bonnes personnes à la bonne place. Troisième acte? Troisième acte, quand on a fini cela, maintenant on s'orientera vers les problèmes de développement. Les problèmes de développement, il faut rapidement trouver comment, dans les 12 à 24 mois à venir, donner le maximum de travail aux Sénégalais, réduire le coût de la vie. Et ça, si vous dites aux Sénégalais même 12 mois, c'est trop, mais il faut savoir raison garder. Les choses sont tellement difficiles et le système est tellement perturbé que quand on veut le rectifier, ce n'est pas d'un claque de doigts qu'on le fait. Il faut se donner cet objectif d'arriver à réduire le coût de la vie. Mais puisqu'on dépend de l'importation, il faut faire de telle sorte que ce système soit rapidement dégagé, nettoyé de nos horizons pour qu'on produise chez nous, pour nous et par nous. Et à l'heure de l'intelligence artificielle? Ah mais oui, ça c'est l'économie numérique, vous voyez, ça c'est forcément, on ne peut pas fuir cela. Maintenant, j'allais mettre un troisième axe. Pour appliquer tout ce que je veux dire, il faut équilibrer entre la ville et la campagne. S'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que la ville absorbe tout. Il faut faire de telle sorte que les gens qui sont en ville aient envie de retourner chez eux pour y rester. Ça décongestionne. Ça vaudra mieux que de construire 1000 ouvrages pour décongestionner. On appelle les gens en facilitant la vie. Mais il faut faire de telle sorte que les gens aient envie de sortir de ces villes pour aller à la campagne, parce qu'il fait mieux vivre, on gagne mieux sa vie. Ça, c'est vraiment un objectif. Mais il faut encore équilibrer en créant de l'émulation, même au sein des populations. Moi, je passerai directement après cela, bon, après études, bien sûr, c'est des idées. Mais moi, je proposerai l'autonomisation. Je dis autonomisation, mais autonomisation dans l'essentiel. Il faut que les régions soient
autonome dans l'essentiel social et économique. Je veux dire, la santé, il n'est pas question que malade quitte Tamba pour venir à Dakar. Ça, c'est fini, ça. Non, on va le faire. Il ne faut pas qu'un malade quitte Dakar parce qu'il a seulement envie. En tout cas, l'État ne prendra plus certains malades en charge pour aller à l'étranger. C'est clair. Il faut mettre les conditions pour que ces malades, maintenant les privés qui ont leur argent, ils peuvent partir où ils veulent. Vraiment, c'est la liberté. Mais on s'attellera à ce que la santé soit une question maintenant purement prise en charge au niveau local. Chaque région gère sa santé. Accessibilité géographique et financière. Non, parce que le tourisme médical, c'est rien d'autre que de quitter une zone et aller à une autre avec des contraintes qui se multiplient parfois. Vous quittez Tamba pour venir à Dakar, mais c'est la croix et la bannière. Comment voulez-vous faire autant de chemin, trouver des gens qui sont déjà dans des difficultés à Dakar, qui vous hébergent, qui arrêtent leur travail pour vous amener des repas en clinique, un truc. Mais c'est un système économique même désorganisé. Il faut mettre les gens là-bas. L'argent, il faut aller le chercher. Où on cherche les fonds pour construire des infrastructures. Les infrastructures, c'est bien. Ensuite, après, il faut voir que la régionalisation nous permettra dans l'essentiel de recadrer la culture, elle est régionale, l'économie, elle est régionale, la production et la transformation. On transforme les produits là où on les a, on transforme là où on a produit. Chaque région a ses spécificités. Pourquoi une région qui a une spécificité, ses produits seraient transformés à Dakar ou ailleurs? Non, il faut les transformer sur place. Ça, c'est... Maintenant, quand il s'agit même du sport, mais il faudrait qu'on libère ces grands départements de sport, mais le sport local doit avoir son sens. C'est comme ça qu'on aura de grandes équipes régionales qui vont s'affronter et qu'on n'ait plus vraiment cette prédominance. Maintenant, le championnat régional va donner peut-être dans toutes les disciplines quelque chose de très fort et on peut bâtir maintenant à partir de la base et ça sera une émulation saine. Chaque pays, chaque région voudra être un champion du Sénégal. Oui. Et là, ça nous développe tout de suite. Au début et à la fin, voilà. L'homo sénégalensis. Oui. L'homo sénégalensis, maintenant, il faut faire intervenir tout le monde. Qu'on fasse le ndep chez nous et qu'on se dise vraiment il y a des choses qui se passent chez nous, ce n'est pas bien. On est un monde où maintenant on essaie disons de changer l'autre. On veut vivre comme les Européens. Mais c'est une autre réalité. On ne veut même plus manger comme chez nous. On ne veut même plus s'habiller comme chez nous. Tout est à l'image de l'autre. Mais il faut qu'on arrête cela. Réintroduire nos valeurs en utilisant maintenant nos repères et nos références. Quand je dis ça, c'est tellement large et tellement positif qu'on ne peut pas ne pas réussir. Alioune Lam, merci. Merci beaucoup, vraiment, j'ai été ravi d'être avec vous. Je n'ai pas senti le temps passer. Ça s'est passé trop vite. Ah oui. On aura d'autres occasions. Vous serez invité avec votre programme. Merci Bayoma. Pour proposer aux Sénégalais. Ça a été qui tout un plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Oui, il était notre invité, le candidat Ensemble pour le vrai changement. Alioune Lam, retenez bien son nom, certainement d'autres occasions pour ensemble revisiter votre programme face aux Sénégalais et certainement après le parrainage. Merci, au revoir et bonne chance également pour ce parrainage. Merci. Rendez-vous dimanche prochain. Merci de nous avoir écoutés, gardez l'écoute. Les informations continuent sur la 98.5. Un grand bravo à l'équipe digitale à la tête Alioune Badara Socé. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé